Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un match dont le score 3-0 semble raconter une histoire assez simple et prévisible. Oui, on voit 3-0, Sénégal contre Botswana, on se dit, bon, c'est logique quoi. C'est ça. Le champion d'Afrique en titre qui déroule pour son premier match de CAN 2025. Sauf que voilà, en plongeant dans la pile de sources qu'on a ici, des comptes rendus, des analyses tactiques très pointues, et puis plein de réactions de supporters, on se rend compte que c'est bien plus complexe. Et c'est là que ça devient fascinant. L'idée, c'est vraiment de dépasser ce score pour comprendre ce qui s'est vraiment joué ce mardi 23 décembre à Tanger. Exactement, parce qu'on a d'un côté un favori qui assume son statut, et de l'autre un outsider qui subit. C'est classique, mais les sources nous obligent à regarder ailleurs. Comment une équipe gère cette pression folle d'être le favori? Et surtout, comment le gardien de l'équipe qui perd 3-0 peut être considéré par beaucoup comme le véritable homme du match? C'est ce paradoxe qui est incroyable. C'est ça qui rend cette rencontre si riche à analyser. C'est exactement ce duel à distance qui a retenu mon attention. Alors, pour bien comprendre ce 3-0, il faut d'abord qu'on plante le décor, parce que les conditions étaient tout sauf habituelles pour une Coupe d'Afrique. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On est donc au grand stade Ibn Battuta de Tanger, au Maroc, et toutes nos sources décrivent la même chose. Un déluge. Une pluie torrentielle, non-stop, au point que certains parlent du début de CAN le plus humide et froid de l'histoire. On est très loin de l'image d'Épinal du tournoi sous 40 degrés. Carrément. Mais pourquoi ce temps, en fait ? Alors, ce n'est pas juste un caprice de la météo, c'est le résultat direct d'une décision logistique. Pour éviter un conflit avec la nouvelle Coupe du Monde des clubs de la FIFA, qui est beaucoup plus grande, ils ont dû décaler le tournoi de l'été à l'hiver. D'accord. Et ça a eu des conséquences directes. Immédiate. D'abord dans les tribunes. À peine 18 500 spectateurs dans un stade de 68 000 places. Ah oui, c'est vide. C'était assez morose. Entre la pluie et le fait que ce n'était pas le Maroc qui jouait, l'ambiance n'était pas vraiment. Et sur le terrain, cette pluie, ça a aidé qui ? Intuitivement, on pourrait se dire que ça nivelle un peu les valeurs, non ? C'est le paradoxe, on pourrait le penser. Mais comme le drainage du terrain était excellent, la pelouse n'était pas un champ de boue. Elle était juste très rapide, très glissante. Et ça a favorisé le Sénégal. Exactement. Pour une équipe techniquement supérieure, c'était un avantage. Le ballon fusait, les passes étaient plus rapides, et pour une défense regroupée comme celle du Botswana, c'était un vrai cauchemar de suivre le rythme. Et ce rythme, on l'a senti dès le début. Les comptes rendus parlent d'un match à sens unique, d'une submersion. Les chiffres sont vertigineux. À la fin, on est à 29 tirs pour le Sénégal. Dont 17 cadrés. C'est un bombardement en règle. C'était une attaque-défense. C'était une opposition de style total, presque caricatural en fait. Le Botswana est arrivé avec un plan ultra défensif. Un bloc très très bas en 5-4-1. Une analyse parlait d'un mur de zèbres garé devant la surface. Mur de zèbre, j'aime bien l'image. L'objectif était clair, limiter les dégâts. Et en face, le Sénégal avait un plan tout aussi clair pour faire sauter ce verrou. C'est-à-dire ? Ils ont cherché à étirer cette défense au maximum. On a vu Ismail Assar coller la ligne de touche à droite et Ismail Jacobs faire exactement la même chose de l'autre côté, à gauche. Ah oui, d'accord. Pour créer de l'espace. C'est ça. Le but, c'était de forcer les défenseurs du Botswana à sortir de leur bloc compact pour aller défendre sur les ailes. Et ça, mécaniquement, ça crée des brèches dans l'axe. Ils cherchaient le 1 contre 1 sur les côtés, sachant qu'ils étaient plus rapides, pour ensuite servir Nicolas Jackson dans la surface. Et le premier but, c'est l'exemple parfait de ce plan. C'est l'exemple de livre, ça se déroule sans aucun accroc. Et pendant que les Alliés étiraient la défense, on avait Sadio Mané. Il n'a pas marqué, mais son rôle a été crucial, non ? Les sources disent qu'il était constamment entouré. Absolument. Mané, c'est l'aimant à défenseur. Il n'a même pas besoin de toucher beaucoup de ballons pour être décisif. Sa simple présence, ses appels, ça suffisait à mobiliser 2, parfois 3 joueurs. Et ça libérait de l'espace pour les autres. Des boulevards. C'est ça la force tranquille de ce collectif sénégalais. Bon, on a donc une domination tactique, un plan qui fonctionne, des buts, l'histoire semble simple. Sauf que, et c'est là que ça devient fou, en lisant les réactions des supporters, le nom qui revient partout, c'est pas celui d'un Sénégalais, c'est celui du gardien d'en face, Gwatsone Foko. C'est le grand paradoxe de la soirée. L'homme du match officiel, c'est Nicolas Jackson, le buteur sénégalais. Et c'est logique, il met un doublé, son équipe gagne 3-0.
Mais dans le cœur des observateurs neutres, le héros, c'est Foucault. On a vraiment deux destins qui se sont croisés ce soir-là. Alors commençons par le vainqueur officiel, Nicolas Jackson. C'est lui qui a concrétisé cette domination. Son premier but arrive juste avant la pause, à la 40e minute. Oui, le fameux centre à ras de terre de Jacobs qui vient de la gauche, Jackson coupe au premier poteau, une reprise du pied gauche, c'est propre, c'est efficace, le but du finisseur. Et le deuxième à la 58e. Celui-là est plus impressionnant techniquement. Il reçoit une passe de Sarr, il est dos au but, mais il arrive à se retourner entre deux défenseurs dans un tout petit espace et à ajuster le gardien. Ça, c'est la marque d'un joueur en pleine confiance. Et cette confiance, les chiffres le confirment. Il est prêté au Bayern par Chelsea et en sélection, il est sur une dynamique incroyable. Les sources rappellent qu'il vient de marquer 5 buts sur ses 5 derniers matchs. C'est énorme. Surtout quand on sait qu'il n'en avait mis qu'un seul sur ses 20 premières sélections. C'est peut-être le point le plus important pour le Sénégal en fait. Pendant des années, ils ont pu dominer des matchs sans avoir le tueur devant pour finir le travail. Avec Jackson, qui semble enfin atteindre ce niveau de régularité, ils tiennent peut-être cet attaquant générationnel qu'ils attendaient. Pourtant, j'ai lu une analyse un peu plus critique. Elle disait qu'avec 17 tirs cadrés pour son équipe, un attaquant de ce calibre aurait même dû en mettre un troisième, voire un quatrième. On est trop exigeant ou c'est une critique juste ? C'est le débat éternel avec les grands attaquants. On leur en demande toujours plus. Mais il faut voir d'où il vient. C'est un joueur qui a souvent été critiqué pour son manque d'efficacité. Le fait qu'il marque 2 buts comme ça dans un match d'ouverture avec la pression que ça implique, c'est déjà une énorme victoire pour lui. Il transforme la domination en un résultat. C'est ce qu'on lui demande avant tout. D'accord. Passons à l'autre côté du terrain, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment dingue. Guaidson Foucault. En lisant les stats, j'ai dû vérifier 2 fois. Les sources parlent de 14 arrêts. 14 ! C'est un chiffre réel, ça arrive souvent à ce niveau ? Non, c'est rarissime. 14 arrêts, c'est le genre de performance qu'on voit une fois tous les 2 ou 3 ans dans un grand tournoi. C'est une anomalie statistique complète. Il a été assiégé. Littéralement. Et il a sorti un match d'anthologie. Les mots utilisés dans les articles sont très forts, héroïque, monumental. Plusieurs sources disent la même chose. Il a évité une humiliation historique et un bain de sang à son équipe. Sans lui, le score aurait pu être de 7 ou 8-0, sans problème. Et ce n'est pas que la quantité, c'est la qualité des arrêts. Son festivin commence dès la 4e minute, Jackson se présente seul face à lui, il gagne son duel. 1 minute après, c'est une tête à bout portant de Sadio Mané. Il a un réflexe incroyable pour la sortir. Et ça n'a pas arrêté tout le match. C'est une liste interminable. Ce qui est encore plus fou, ce sont ses notes. Ah oui, les notes sur les sites de statistiques, c'est là que ça devient absurde. Il a eu un 9.1 sur 10 sur FlashScore et un 10 sur 10 sur SofaScore. Un 10 sur 10 en perdant 3-0. Ça n'a aucun sens. Non. C'est comme si un critique de restaurant disait « La cuisine était horrible, le service affreux, mais le verre d'eau était si parfait que je mets 5 étoiles. » Ça n'arrive jamais. Et pourtant, là, c'est ce qui s'est passé. Ça montre à quel point sa performance individuelle a transcendé le résultat collectif. Et un match comme ça, concrètement, ça peut changer quelque chose pour sa carrière ? Il joue en Afrique du Sud ? C'est pas le championnat le plus visible. Ça peut tout changer. Un match de phase finale de Cannes, c'est une vitrine mondiale. Quand des recruteurs en Europe voient un gardien faire une performance pareille, sous une telle pression, même s'il vient d'un petit pays de foot, son nom est immédiatement noté. Il a montré une force mentale et des réflexes de très haut niveau. Ce match a peut-être changé sa trajectoire. C'est fascinant. On a donc un attaquant qui confirme, un gardien qui explose, et le score est de 2-0. Mais le match n'est pas fini, et le 3e but, à la 90e minute, il raconte encore une autre histoire. Oui, celle de la force du banc sénégalais. Exactement. Ce 3e but est presque aussi important que les autres d'un point de vue stratégique. Il est marqué par Chérif Ndiaye qui était entré en jeu à la 78e et la passe décisive, elle vient de Cheikh Sabalé qui était entré à la 85e. 2 remplaçants qui combinent pour tuer le match. C'est un message clair envoyé aux autres équipes du tournoi. Très clair. Ça veut dire que l'entraîneur, Pape Thiaw, peut faire souffler ses stars et faire entrer des joueurs de ce calibre qui sont frais et qui maintiennent une pression insoutenable sur une défense qui est déjà au bord de la rupture. C'est ça la fameuse armada sénégalaise dont parlent les sources. Et c'est un atout énorme. Dans une compétition aussi longue que la CAN, où les matchs s'enchaînent, où la fatigue s'accumule, avoir un banc aussi profond, c'est une arme redoutable. C'est souvent ça qui fait la différence en demi-finale ou en finale. D'ailleurs, il y a une citation de Chérif Ndiaye, le buteur, qui est très révélatrice. Il a dit après le match «
Marquer ce but m'enlève 90% du poids qui pesait sur mes épaules. Cette phrase, elle en dit long sur la compétition qu'il doit y avoir à l'intérieur de ce groupe. Ah oui, Et sa valeur, pour montrer qu'on mérite sa place, elle est immense. Quand on fait partie d'un effectif aussi talentueux, on sait que la moindre occasion doit être saisie. Ce n'est pas juste une équipe, c'est un groupe de 23 titulaires potentiels qui se poussent les uns les autres. c'est ce qui les rend si forts. C'est ce qui les rend si difficiles à jouer. Donc, si on fait le bilan, on a bien plus qu'un simple 3-0. On a la confirmation du Sénégal comme un favori. Solide, méthodique, avec une profondeur de banc impressionnante. On a l'éclosion peut-être définitive de Nicolas Jackson comme le finisseur que la sélection attendait. Et puis on a cette histoire incroyable, presque romantique, de Gwaïséoné Poko. Le gardien qui a perdu le match, mais qui a gagné le respect de tout le monde. C'est ça. Et tout ça, ça nous laisse avec une pensée intéressante, au fond. Ce match, il a mis en lumière deux facettes très différentes de la pression dans le sport de haut niveau. D'un côté, celle du Sénégal, la pression de devoir gagner, de concrétiser une domination pour répondre aux attentes immenses qui pèsent sur les champions en titre, la pression du favori qui n'a pas le droit à l'erreur. D'accord. Et de l'autre côté, celle de Gwatsone Foko. La pression de se tenir presque seul face à un assaut incessant, de devoir réaliser l'impossible à chaque action pour sauver l'honneur de son équipe. C'est la pression du challenger face à une montagne. Et la question qu'on peut se poser, c'est laquelle de ces deux formes de pression est finalement le plus grand révélateur du caractère et de la force mentale d'un athlète? Vous savez, en football, il y a des matchs où le score final ne raconte pas toute l'histoire. Et ce match de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Botswana en est vraiment l'exemple parfait. Sur le papier, une victoire 3-0, ça a l'air simple, net et sans bavure. Mais la vraie histoire, elle se cache ailleurs, dans les chiffres, et surtout dans une performance individuelle complètement hors norme. Voilà la question qui est au cœur de tout ce qui s'est passé ce soir-là, sous une pluie battante à Tanger. D'un côté, le Sénégal, un géant du continent, et de l'autre, le Botswana. Alors, on rebobine. On est le 23 décembre 2025 au Grand Stade de Tanger. C'est le tout premier match du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations. Et honnêtement, le décor est planté pour un affrontement qui semble déjà joué d'avance. Et ce face-à-face, il illustre parfaitement le fossé qui sépare les deux équipes. D'un côté, la puissance du Sénégal, les vainqueurs du tournoi 2021, et de l'autre, une équipe du Botswana très courageuse, mais sur le papier complètement surclassée. Et comme si ça ne suffisait pas, la météo s'en est mêlée. On parle d'un véritable déluge, des pluies torrentielles qui se sont abattues sur le stade. Forcément, ça rend le terrain super glissant et ça a découragé pas mal de supporters de venir. Bon, dès le coup d'envoi, pas de surprise. Le Sénégal impose son jeu, prend le contrôle et accule complètement le Botswana dans sa propre moitié de terrain. C'est un véritable siège qui commence. Et quand on parle de siège, regardez ce chiffre. L'attaque sénégalaise a été absolument sans pitié, avec un total de 29 tirs sur le but du Botswana. 29, c'est énorme. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que sur ces 29 tirs, 17 étaient cadrés. Donc plus de la moitié. Ce n'étaient pas des frappes désespérées, non, c'était une offensive précise, chirurgicale et de très très grande qualité. Et pourtant, malgré cette pression de tous les instants, malgré ces vagues d'attaques menées par des stars comme Mané ou Jackson, le tableau d'affichage, lui, il ne bouge pas. 0-0. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est « mais comment c'est possible ?» Eh bien la réponse, elle tient en une seule personne. Un homme, le gardien de but du Botswana, Gwaetsone Foko, 31 ans. Et les gens qui regardaient le match l'ont tout de suite senti. Ils ont compris qu'ils assistaient à un truc de spécial. Comme le dit cet utilisateur sur Reddit, Foko a fait un match de feu. Et c'est exactement ça. Et les stats, elles ne mentent pas. Elles le confirment. Foko a reçu des notes quasi parfaites. Un 10 sur 10 sur SofaScore, c'est rarissime, surtout pour un gardien qui encaisse 3 buts. Sa performance incroyable a commencé dès le début du match. Dès la 4e minute, il gagne son face-à-face avec Nicolas Jackson. 1 minute plus tard, il sort une tête de Sadio Mané. C'est lui qui a maintenu son équipe dans le match, contre toute attente. Et voilà le chiffre clé, le point culminant de sa prestation. 14. 14 arrêts. C'est tout simplement monumental. Une performance qui a littéralement évité au Botswana de prendre une raclée historique. Mais bon, même le meilleur des murs peut finir par se fissurer, surtout quand on est face à une telle puissance de feu. Voyons comment le Sénégal a finalement réussi à trouver la faille. Il a fallu attendre la 40e minute. C'est là que le verrou a enfin sauté grâce à l'attaquant du Bayern Munich, Nicolas Jackson. C'est lui qui ouvre le score. Son deuxième but, lui, c'est vraiment un petit bijou technique. Il reçoit le ballon d'Ismaïla Sarr dans la surface. Et là, avec un jeu de jambes super habile, il se débarrasse de 2 défenseurs avant de glisser tranquillement le ballon hors de portée de Foko. C'est le talent pur qui a parlé.
Et le dernier but, à la 90e minute, c'est un peu le symbole de la force du Sénégal. C'est un remplaçant qui marque, ce qui nous rappelle à quel point leur effectif est profond et talentueux. Donc au coup de sifflet final, on se retrouve avec deux histoires complètement différentes à raconter sur ce même match. Deux récits bien distincts. D'un côté, il y a l'histoire officielle, celle du tableau d'affichage, une victoire nette, 3-0, professionnelle pour les champions en titre. Et logiquement, Nicolas Jackson est nommé homme du match. Mais au-delà du score, il y a une autre question beaucoup plus intéressante. De quelle performance se souviendra-t-on le plus ? Est-ce que ce sera la victoire dominante du Sénégal ou est-ce que ce sera la résistance héroïque, presque surhumaine, de Guaitseone Poko et de ses 14 arrêts ? La question reste ouverte.